Tous. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire d'information pour les orthoptistes concernant le parcours Cocon. Comme vous le savez, le parcours Cocon dérive du réseau de périnatalité Occitanie, c'est-à-dire des réseaux de bébés vulnérables avec les indications d'inclusion dans ces réseaux de bébés vulnérables et une participation là dans une coordination multiprofessionnelle associant kiné, psychomote, etc., etc. J'en passe en fonction du besoin de l'enfant et du besoin de sa famille, puisque les soins là qui sont préconisés sont des soins centrés sur la famille. Et pour nous, il nous semblait important que les orthoptistes fassent partie de l'aventure, en sachant que à l'heure d'aujourd'hui, une demande a été faite pour avancer la prise en charge orthoptique avant 2 ans, mais à l'heure d'aujourd'hui, le parcours Cocon pour les orthoptistes démarre à 2 ans. Quand je dis démarre à 2 ans, il s'agit de l'utilisation du système SPICO, de la suppression de la carte vitale pour ce type d'enfant, etc., etc. Mais on vous en parlera tout à l'heure. Donc, c'est quoi le parcours Cocon? C'est le suivi des enfants vulnérables de 0 à 7 ans. C'est un article 51 de la Sécurité sociale, c'est-à-dire que c'est une expérimentation sur 5 ans. Ça a débuté en septembre 2022 et les départements d'Occitanie se sont progressivement rassemblés pour faire un même parcours Cocon. La totalité de l'Occitanie a été utilisable dans le parcours Cocon à partir du 1er mars 2023. Donc il y a un an maintenant, les enfants ont un an et à peu près 18 mois pour les autres. Vous savez que ce parcours Cocon est reproduit en Nouvelle-Aquitaine et reproduit aussi en PACA, c'est-à-dire que le sud de la France préconise ce parcours Cocon de soins coordonnés et les évaluateurs sont régulièrement présents pour vérifier l'efficacité de ce parcours. Il s'agit surtout là d'une efficacité économique et parallèlement, il y a des travaux de recherche et des publications qui montrera l'intérêt sur le développement de l'enfant. Vous voyez l'origine du nom cocon, précoce avec le CO, coordonné avec le CO et N comme nouveau-né vulnérable. Une prise en charge précoce pluriprofessionnelle coordonnée. Bien évidemment, il y a un suivi médical spécialisé avec des médecins spécialement formés sur la vulnérabilité, sur le dépistage précoce. Ce sont des consultations complexes aux âges clés. Alors pour la première année, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois et la sortie de néonat. Un enfant est inclus dans le parcours cocon à la sortie de maternité ou de néonatologie, le jour où il sort. Ensuite, la deuxième année, il y a une consultation spécifique complexe à 18 mois, une consultation à 24 mois, et après, c'est une fois par an. L'idée, c'est que tous les médecins soient formés au même examen clinique. C'est essentiellement celui de Madame Amiel-Tison, et que ces consultations fassent l'objet d'un référencement, c'est-à-dire que le dossier de l'enfant soit inclus dans un dossier informatisé qui permette d'accéder à l'ensemble des données. Quand vous êtes sur SPICO, c'est-à-dire le service informatique préconisé pour l'Occitanie et pour l'ARS, vous avez accès au compte-rendu d'hospitalisation, au compte-rendu de consultation, à la ligne de vie de l'enfant, au prochain rendez-vous possible pour cet enfant. C'est l'intérêt de Spico. Dans les échanges, il y a aussi une boîte mail sécurisée dans le cadre de Spico. Donc, même qualité de prise en charge, lever les freins de l'inégalité sociale pour les professions non remboursées, qu'il s'agisse de l'ergo, de la psychomote ou du suivi psycho. Lever les freins d'inégalité territoriale parce qu'il est important de se rendre compte que c'est pas tout à fait pareil d'être pris en charge quand on est un ancien prémat ou un enfant qui a souffert à la période néonatale à Toulouse ou en Aveyron ou en Ariège parce qu'on n'a pas du tout les mêmes possibilités. Donc, les enfants qui vont être inclus correspondent au réseau de suivi des bébés vulnérables. On a gardé la notion de groupe 1 et groupe 2 pour que ça soit comparable avec les recherches actuelles qui sont faites comme équipage. Donc, le groupe 1, c'est les enfants qui sont nés à moins de 32 semaines ou qui font moins d'1,5 kg. Le groupe 2, c'est ceux qui sont nés à 32 semaines jusqu'à 34 semaines et 6 jours, donc moins de 35 et qui font moins de 2 kilos. Un seul de ces critères permet d'être inclus dans le cocon.
qui présente une pathologie néonatale sévère, quel que soit l'âge gestationnel pour le groupe 1, une exposition fétale à l'alcool supérieure à 5 semaines d'aménorrhée avec des signes cliniques. Vous savez que les enfants avec des signes dysmorphiques représente une faible quantité vu le nombre d'enfants qui peuvent baigner dans l'alcool durant la grossesse. Le TSF, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, les troubles spécifiques liés à l'alcoolisation fétale, représentent 1% de la population. Ensuite, vous avez d'autres sujets comme le syndrome transfuseur-transfusé, le jumeau dont l'un est décédé, quel que soit le terme, les antécédents familiaux sévères de TND au premier degré, c'est-à-dire c'est essentiellement les frères et les sœurs d'enfants porteurs d'un TSA, l'exposition prénatale à la dépakine, les ictères néonataux sévères, et dans le groupe 2, vous allez retrouver des notions de substances toxiques licites ou illicites, de traitement maternel antinéoplasique. Nous n'avons pas réussi, simplement pour des raisons budgétaires, parce que je pense qu'on les avait convaincus, à garder les plus de 35 semaines avec de grosses difficultés psychosociales, alors que c'est ces enfants-là quand on a une anomalie cérébrale, par exemple une lésion cérébrale et des difficultés de développement, on sait très bien que si les prises en charge sont identiques, c'est dans les milieux les plus défavorisés que l'évolution sera la plus défavorable. Les critères d'exclusion, c'est donc la prématurité tardive avec facteurs psychosociaux, l'enfance en danger, le refus des parents, voire les déménagements. Suivant. Le parcours. Donc, il y a un repérage anténatal qui peut être fait par le gynéco, par la sage-femme, par la puéricultrice, par la PMI. L'enfant est inclus à la maternité ou à la sortie de néonatologie. Il y a une fiche d'inclusion, il y a une information faite aux familles, il y a un consentement des familles avec une charte qui doit être signée. Et il va y avoir donc les consultations du médecin référent, pardon, qui peut être un pédiatre de centre hospitalier, un pédiatre libéral ou un pédiatre de CAMS. Certains médecins de PMI sont formés, certains médecins généralistes sont formés. Le cahier de suivi, c'est ce que je vous ai dit dans tout ce qui est dossier informatisé. Et à chaque fois, c'est des outils standardisés qui sont utilisés, quel que soit l'âge. La coordination de la prise en charge se fait autour du médecin référent. Donc, le médecin référent n'est pas obligatoirement le médecin traitant, puisque le médecin référent va voir, par exemple, la première année, un enfant à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, et le médecin traitant va lui le voir tous les mois. Et donc, peuvent être organisées des réunions de concertation pluridisciplinaires, qu'on appelle RCP, et ces réunions de concertation pluridisciplinaires regroupent les différents acteurs, professionnels libéraux, pédopsie, institutions, mais aussi la PCO, pour travailler sur le maillage territorial et organiser les soins. Les kinésithérapeutes, par exemple, on sait que la fenêtre de fonctionnement de la plasticité cérébrale au niveau de l'utilisation de l'amélioration des techniques permettant d'améliorer l'axe vont être extrêmement efficaces aux alentours de 4 mois. À 2 ans, on n'a plus du tout le même besoin. Donc, par exemple, le forfait des kinésithérapeutes est valable jusqu'à 2 ans et à 2 ans, ils s'arrêtent, c'est-à-dire qu'ils reviennent ou ils reviennent dans le régime général de la sécurité sociale. Suivant. Donc, les objectifs du parcours, c'est prise en charge précoce, c'est l'intérêt, pluriprofessionnel, on est d'accord, coordonné, un suivi médical spécialisé, un même parcours de soins pour tous. Et vous avez les moyens. D'un côté, c'est le RPO qui est un appui à la coordination, un appui à la formation, etc. Vous avez SPICO qui est ce dossier partagé. Vous avez les RCP qui sont cette possibilité de travailler ensemble, de pouvoir s'organiser, de faire passer à l'autre ce qu'on ressent dans les difficultés. Il y a un forfait de suivi pour des consultations complexes, il y a la formation des médecins, la formation des différents rééducateurs, l'amélioration du maillage territorial pour essayer de répartir au mieux en fonction du besoin. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un enfant qui a eu une indication de prise en charge en psychomotricité dans un département d'Occitanie. La psychomotricienne la plus proche était à 85 km. Et les forfaits de rééducation, bien évidemment. Suivant. C'est plus moi.
On va passer désormais merci beaucoup Jean-Claude. On va passer à l'intervention des orthoptistes et on souhaitait avant cela vous repréciser que les questions seraient traitées à la fin du webinaire pour essayer de tenir le bon timing. Vous pouvez bien sûr les écrire au fil de la présentation sur l'onglet discussion, mais on les abordera à la fin de la présentation. Et je passe la parole. Bonjour, alors moi je vais vous parler des recommandations HAS, AFSOP et SFO. Hop, ouais, voilà. Alors donc l'état des lieux, il a été fait par l'AFSOP en 2019. Dans la population générale, on sait que 15% des enfants présentent un trouble visuel qui survient avant l'âge de 6 ans. Parmi eux, 70% sont liés à un trouble réfractif, 30% liés à un strabisme et 1% liés à une pathologie oculaire potentiellement cécitante, pardon. Le risque, c'est donc l'amblyopie, qui peut provoquer la perte définitive d'un œil si elle est diagnostiquée tardivement, donc après 6 ans, alors qu'on sait qu'elle est accessible à un traitement efficace et ou préventif si le diagnostic est précoce. On invite ainsi les atteintes plus générales sur le développement de l'enfant, ses apprentissages et sa scolarité. D'autant plus que dans 75% des cas, les troubles visuels sont asymptomatiques et l'enfant ne se plaint pas, d'où l'importance du dépistage précoce. Voilà, donc quelques définitions rapides. Donc, le dépistage, il vise à détecter la présence d'une maladie à un stade précoce. Et l'enfant vulnérable, c'est un nouveau-né prématuré qui a ou pas une pathologie périnatale. Le but de notre dépistage, c'est de faire reculer le nombre d'enfants amblyopes et d'améliorer leur prise en charge en sensibilisant aux signes d'appel qui motivent un examen ophtalmologique, en permettant un diagnostic précoce de pathologie organique et en prévenant d'une amblyopie fonctionnelle dans certaines situations à risque. Donc, quels sont les acteurs du dépistage? Tout d'abord, on a le pédiatre, le médecin généraliste ou la PMI, qui est le chef d'orchestre du dépistage. Il va repérer les enfants à risque. Il peut orienter en temps et en heure vers un dépistage en fonction des facteurs de risque. Donc, il dépiste et alerte en cas de critères d'urgence. Les orthoptistes, nous, on a un rôle central dans le dépistage. On a la qualification pour réaliser un dépistage performant et précoce. Et on a une meilleure accessibilité et répartition sur le territoire que l'ophtalmologiste. Et l'ophtalmologiste, quant à lui, il a le diagnostic et la décision thérapeutique. Il va pouvoir effectuer une réfraction sous cycloplégie et fond d'œil dès qu'il existe une pathologie, un facteur de risque ou un dépistage positif. Voilà, donc les facteurs de risque, donc ils sont de deux types. Les premiers à risque de pathologie organique, donc ce sont les grands prémas ou les petits poids de naissance inférieurs à 1250 grammes, craniosténose syndromique, infection congénitale ou les antécédents familiaux de pathologies oculaires comme le rétinoblastome ou les glaucomes congénitaux. Eux, ils vont bénéficier d'un examen ophtalmologique dans le premier mois de vie. Et le deuxième type, c'est donc les facteurs de risque fonctionnels. Donc, ce sont des prématurés ou des petits poids de naissance jusqu'à 2,5 kg, des antécédents familiaux au premier degré de troubles visuels ou troubles du neurodéveloppement, exposition prénatale à une substance psychoactive, malformation cérébrale, etc. Eux, ils vont bénéficier d'un examen ophtalmologique avec skiascopie sous cycloplégie et fond d'œil entre 12 mois et 15 mois. Ensuite, donc les signes d'alerte, ils sont classés en fonction de l'âge. Donc, je ne vais pas tous vous les lire à chaque fois, mais je vous donne deux, trois exemples. Entre 0 et 4 mois, ça peut être un enfant qui a une poursuite oculaire médiocre, un nystagmus, un strabisme permanent, un torticolis, voilà, c'est un enfant qui appuie sur ses yeux. On peut passer entre 4 mois et 8 mois. Il peut avoir un strabisme permanent ou intermittent, une poursuite visuelle médiocre, pas de sourire.
Entre 8 mois et 9 mois, c'est un enfant qui n'a pas de tenue assise ou sans soutien et qui est hypertonique ou hypotonique, qui ne se retourne pas. Euh, et ensuite, à 12 mois, il ne se met pas assis ou debout seul. Il n'a pas de geste social, au revoir, bravo. Une pauvreté des interactions. À 20 mois, un enfant qui ne marche pas de manière autonome, qui ne dit aucun mot. Et à 24 mois, pardon, un enfant qui ne court pas, qui ne saute pas, un enfant qui se cogne, qui tombe souvent, qui plisse les yeux ou ferme souvent un œil. Et je laisse la parole à mes collègues. Alors, on va faire des petits rappels sur nos compétences. La prise en soin orthoptique permet l'analyse et l'exploration des capacités ou troubles fonctionnels de la vision au moyen de dépistage et de prévention dès le plus jeune âge, pouvant déboucher donc sur une prise en charge rééducative, réadaptative et la mise en place d'une compensation. Un travail coordonné est indispensable sur plusieurs tableaux, donc en binôme avec l'ophtalmologiste, en coordination avec les différents médecins, les autres professionnels de santé, les enseignants, les opticiens, les éducateurs, etc. La recherche de l'adhésion du patient et de son entourage est primordiale. Tout ceci en gardant à l'esprit de mettre en place un projet de soins pluridisciplinaire. Le dépistage et prévention de la fonction visuelle donc chez les enfants à risque par l'ophtalmologiste. Il va de son côté, dès les premiers mois de vie, poser un diagnostic et donner un schéma thérapeutique. Son rôle est primordial dans le suivi des troubles réfractifs et organiques chez les enfants à risque. L'orthoptiste, quant à lui, a les qualifications pour réaliser un dépistage dès le plus jeune âge chez ses enfants et ainsi les guider vers une consultation spécifique ophtalmologique, d'où sa place importante dans le circuit de soins du parcours COCO. Il aura aussi une fonction de surveillance avec différentes explorations et stimulations entre deux consultations selon l'âge et la pathologie du patient. L'orthoptiste a donc un rôle dans la prévention, l'analyse, le diagnostic et le traitement des troubles des différents aspects de la fonction visuelle, fonction sensorimotrice, perceptive, constructive et cognitive. Il aura pour soin d'orienter le patient vers d'autres professionnels et guidera les parents et intervenants autour du patient pour les activités quotidiennes pouvant nécessiter des suppléances ou des compensations. Donc, le dépistage dès le plus jeune âge. Nous pouvons désormais proposer en tant qu'orthoptiste un dépistage rapide, un accès direct entre 9 mois et 15 mois et ou entre 30 mois et 5 ans. Il existe aussi un stade expérimental et dépistage en maternelle DP2O. Dans tous les cas, en cas de doute ou de difficulté retrouvée, une orientation vers un ophtalmologiste pédiatrique sera proposée. Un bilan orthoptique complet pourrait être envisagé aussi dès les premiers mois pour permettre l'aide au diagnostic et gérer le délai d'accessibilité en ophtalmologie dans certaines régions. Il pourra aussi contribuer à l'exploration et à la surveillance de la fonction visuelle et ainsi permettre, entre autres, de faire accepter le traitement mis en place et de transmettre des informations aux différents intervenants autour du patient de manière à installer un dialogue interpluriprofessionnel. Il est fondamental de préciser que la vision de l'enfant n'est pas mature à la naissance et demande donc à être surveillée régulièrement, d'où notre rôle essentiel dans le parcours COCO. Le dépistage précoce est important car si les problèmes oculaires ne sont pas corrigés, ils peuvent entraîner une perte permanente de la vision. En effet, 80% de notre perception du monde extérieur est visuelle, d'où les enjeux d'une prévention précoce en identifiant les facteurs de risque ou signes d'alerte, en repérant les pathologies ophtalmologiques congénitales et les situations de malvoyance, la présence d'une amblyopie avec un trouble réfractif et ou un strabisme. On pourra aussi analyser les troubles neurovisuels et ou neurodéveloppementaux et prévenir des difficultés dans les apprentissages.
Une mauvaise vision peut donc passer inaperçue. Une prise en charge précoce et maximale si elle est entreprise avant l'âge de 3 ans. En conclusion, les objectifs de la prise en soin orthoptique sont multiples. L'orthoptiste a donc un rôle essentiel à jouer dans le parcours COCO. La vision a une grande importance dans le développement harmonieux de l'enfant. Elle fait partie du socle du développement global. Il faut repérer au plus tôt ce qui va l'entraver. Donc, moi, je vais aborder la physiologie et l'évolution de la vision pour faire le parallèle avec les signes d'alerte qui ont été précédemment décrits. Donc, la physiologie de l'œil, donc la fonction visuelle est un système complexe qui est composé du globe oculaire, des voies visuelles et du cerveau. L'œil est l'organe principal du système visuel qui capte les images et les transforme en signal électrique vers le nerf optique. Le signal il est ensuite traduit par le cerveau au niveau du cortex visuel qui nous renvoie l'image traitée et permet ainsi l'interprétation de notre environnement. Ensuite, il y a les muscles les muscles moteurs de l'œil. Le cerveau, il commande la motilité des yeux par la contraction des muscles qui sont rattachés au globe oculaire. Ensuite, du coup, l'évolution de la structure de l'œil à partir de la naissance. À la naissance, du coup, la rétine maculaire est immature. La vision sera alors assurée par des voies sous-corticales. L'apparition des processus corticaux survient à partir de 2-3 mois. Entre 6-8 mois et jusqu'à 2 ans, le corps genouillé latéral est mature et il y a une myélinisation des cellules ganglionnaires. À 2 ans, la surface totale de la rétine atteint son maximum et entre 3 et 4 ans, on a une structure maculaire qui est adulte. L'évolution du coup de la vision de l'enfant à partir de la naissance. Donc à la naissance, on a un bébé qui réagit à un objet ou un visage situé à 20-30 cm de ses yeux. Il cligne des yeux en réponse à une lumière vive. Le champ visuel est encore petit, avec peu de capacité de fixation, et une vision qui est floue en noir et blanc, avec une acuité visuelle à 1/20. De 0 à 6 mois, l'acuité visuelle va passer de 1/20 à 1/10 vers 6 mois. Après 3 mois, on aura des mouvements de poursuite oculaire, un début de la vision des couleurs avec le rouge d'abord, puis le vert vers 6 mois, un début de coordination des mouvements oculaires et une convergence normale avec un début de vision stéréoscopique. Vers 9 mois, l'acuité visuelle est de 3/10 avec une vision de toutes les couleurs et une évolution de la taille du champ visuel. Entre 9 et 12 mois, la vision binoculaire est acquise. L'acuité visuelle est de 3/10 et une amélioration de la coordination œil-même. De 2 à 3 ans, l'acuité visuelle passe de 6 à 7/10. La fixation est droit devant et il y a une perception d'un stimulus dans un champ de vision périphérique sur un plus grand angle. De 4 à 6 ans, l'acuité visuelle optimale acquise va être à 10/10 et la vision et la motricité sont bien coordonnées. Voilà pour l'évolution de la vision. Ok, donc moi je vais vous présenter les différents bilans en fonction de l'âge de l'enfant. Donc en priorité, on va surtout s'intéresser à l'anamnèse, donc ça c'est très important. Il va falloir préciser comment s'est déroulée la grossesse, savoir s'il y a eu des complications particulières et comment s'est déroulé l'accouchement. On va essayer de repérer tous les facteurs de risque et les antécédents familiaux ou généraux de l'enfant. Et on essaye de penser à demander aux parents s'il y a déjà eu de la kiné ou de l'ostéo, surtout pour tout ce qui va être plagiocéphalie, en particulier sur les plagios qui vont se situer au niveau occipital, parce qu'on sait que c'est un facteur de risque pour les strabismes ou les troubles réfractifs. On pensera aussi à l'âge corrigé pour les prématurés. Donc l'âge corrigé, c'est donc on retire le nombre de semaines, s'il est né 10 semaines avant le terme, on retire 10 semaines à son âge actuel. Oui, les formations. On aura aussi d'autres formations. Donc là, on va vous détailler rapidement les bilans. On a fait des trames qui seront communes à tout le monde, aussi bien pour les bilans que pour les suivis de prise en charge.
Et on pourra les détailler après avec d'autres formations. Et on tenait à vous dire aussi qu'il y a le DU sur l'enfant vulnérable qui est ouvert aux orthoptistes, où là, vous verrez tout ce qui va être développement de l'enfant et vous aurez un peu plus d'informations sur qu'est-ce que vous devez, à quoi vous devez faire attention au niveau de son développement moteur surtout. Ok, donc le bilan à 0,8 mois, qu'est-ce qu'on va chercher? Donc là, on va chercher strabisme, amblyopie et tout ce qui va être anomalie de l'œil, aussi bien anatomique que fonctionnelle. On observe l'enfant, on va chercher tout ce qui va être épicanthus, position de tête, savoir s'il n'a pas une hypotonie ou s'il il arrive à se tenir assis correctement. Et surtout, on écoute les parents sur la raison pour laquelle ils viennent, quelles sont leurs craintes et au niveau moteur, si jamais ils n'ont pas un côté préférentiel qui pourrait être éventuellement un risque d'amblyopie ou de troubles réfractifs. Et bon, ensuite. Et qu'est-ce qu'on teste? Alors là, à 0, donc c'est plutôt 0,4 mois d'abord. On va tester la qualité de l'accroche visuelle. Donc quand on dit accroche visuelle, ça va être tout ce qui va être sourire-réponse. Donc ça, c'est à 2 mois, c'est acquis. On a le sourire-réponse, il y a le sourire intentionnel et on va avoir le début des interactions sociales, surtout. Là, il faut qu'on arrive à cet âge-là à commencer à dépister tous les prémices des interactions sociales. À 4 mois, on va avoir un début d'attention conjointe sur les objets qu'on peut lui présenter. Et je crois que c'est bon. Voilà. J'ai oublié, non, j'ai oublié. À 8 mois, il va y avoir la coordination œil-main. À partir de 4 mois, l'enfant, il est capable de prendre un objet de lui-même. Donc ça aussi, à faire le tester. Et à 8 mois, on va avoir l'appréhension avec le début du pouce qui va s'opposer avec la main. Et c'est bon. Ok. Donc, à 9 mois, où l'enfant non verbal, on va rajouter tout ce qui est trouble réfractif avec le photoscreener. Alors oui, on peut utiliser le photoscreener avant 9 mois, évidemment, mais les normes sont établies à partir de 9 mois. Mais au moindre doute, évidemment, si vous avez un gros +7 à 6 mois, on est d'accord qu'on envoie chez l'ophtalmo, hein. J'ai pas fini. Hop, et qu'est-ce que j'ai mis? Ok. Donc là, toujours sur l'anamnèse, on regarde toujours donc, le côté préférentiel, c'est pour éviter les risques d'amblyopie. On cherche le trouble réfractif et les troubles de la communication, parce qu'encore une fois, on insiste dessus, qui dit trouble de la communication, dit trouble des interactions sociales pour l'enfant à l'avenir. Pour l'enfant non verbal, donc si on accueille un enfant qui a 2-3 ans et qui ne dit aucun mot, on peut quand même faire un bilan orthoptique. Et là-dessus, on va insister. Alors, évidemment, on ne lui fera peut-être pas une échelle d'acuité visuelle complète. On peut tenter l'appariement ou le regard préférentiel si c'est possible. On peut aussi utiliser des perles. Il faut savoir qu'une perle de 1 mm présentée à 40 cm, c'est une acuité visuelle à peu près de 10 dixièmes. Mais on va surtout chercher à savoir où en est son développement visuel. À 18 mois, un enfant, il est censé encastrer au moins le rond et faire une tour de 2 cubes. À 24 mois, il est censé encastrer toutes les formes, donc il reconnaît les formes et il sait différencier les tailles aussi des objets. Donc, il est capable de trier des petits ronds, des grands ronds, par exemple, si on veut tester son niveau visuel. Et à 2 ans, il est capable d'apparier 2 images identiques. Ok. Et c'est bon, après, c'est plus. Anaïs, vas-y. Alors, sur les 2-3 ans en plus, donc toujours insister bien sûr sur l'anamnèse et les observations qu'on fera lors de notre bilan. On va rajouter cette fois-ci les troubles des capacités fusionnelles, donc l'étude de la convergence et de la divergence. Voilà, on va aussi faire attention au tableau, aux échelles d'acuité visuelle que nous allons utiliser. On peut utiliser le Léa, le Picasso en fonction des catégories d'âge et en fonction de capacité de l'enfant. À 4-6 ans, donc là, sur cette partie, on va pouvoir intégrer tout ce qui est trouble des apprentissages. Donc là, bien sûr, c'est l'anamnèse qui va nous amener à étudier aussi cette partie, en plus des autres parties citées précédemment sur les bilans précédents. Sur les troubles d'apprentissage, on va pouvoir tester aussi tout ce qui est stratégie visuelle, stratégie d'exploration, visio-perceptif et visio-spatial, perceptif et spatial.
avec des tests comme le KOPV qu'on voit ici présenté, le DPV-3 ou le PVSE et encore bien d'autres en fonction de ce que vous avez aussi de vos cabinets. À l'issue de ce bilan, on pourra faire un échange interdisciplinaire avec ophtalmo, orthoptiste, psychomotricité, kiné et d'autres intervenants. Voilà. Et donc, on parlait de pluridisciplinarité. Donc là, vous pouvez voir qui nous adresse les enfants. Ils vont nous être beaucoup envoyés par les généralistes, les pédiatres, mais on a aussi des intervenants comme les kinés, les psychomotes, orthophonistes ou d'autres praticiens paramédicaux et médicaux qui peuvent nous les envoyer. Bien sûr, l'ophtalmologiste avec qui on a un gros échange, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, pensez à bien faire les bilans orthoptiques avant d'envoyer à l'ophtalmologiste, parce que c'est vrai que les ophtalmos, nous qu'on a dans le secteur, aiment bien avoir les bilans orthoptiques en avance. Et ensuite, ben, quel est l'impact de la vision chez ces enfants-là? Ben, ce sont sur les développements moteurs. Ça peut impacter au niveau de la lecture un peu plus tard, sur les capacités visuelles ainsi que le graphiste, les limitations pour les tout petits. Ça va impliquer aussi la motricité fine, le langage et bien d'autres impacts. Et c'est aussi un impact intersocial, une interaction sociale. Pourquoi adhérer à Cocon et participer aux formations? Ben, parce qu'en fait, on a fait, donc c'est pour avoir des formations qui vont venir sur l'explication des bilans orthoptiques que nous avons préparés, ainsi que la passation, la prise en charge avec la prise en charge orthoptique des enfants vulnérables basée sur des échanges de pratiques. Donc le bilan avec une trame commune, donc c'est une passation qui va être rapide à rédiger. Vous en percevez un petit teaser léger, mais on vous expliquera bien plus en amont lors de la formation. Un travail donc après pluridisciplinaire pour faciliter les échanges, la rapidité des réponses, comme on l'a dit au tout début. Un lien entre collègues et aussi pour une meilleure circulation des outils que nous avons. Voilà. Merci. Merci à toutes pour vos interventions. On va finir le webinaire par quelques modalités pratiques dans le cadre du parcours Cocon, donc des questions que vous vous posez certainement. Donc, on va commencer par le tarif, le parcours et les obligations. Donc, le tarif qui avait été négocié il y a plusieurs mois lors de la validation du projet était à 31,20 € la séance. Je viens d'apprendre aujourd'hui que les tarifs ont été modifiés. Donc, à voir si on peut demander une négociation pour que les séances qui vous seront rémunérées dans le cadre du parcours puissent être équivalentes à ce que vous recevez dans le droit commun. Et le bilan donc s'élève à 79,30 €. Dans le cadre du parcours, on peut réaliser un bilan par an. Par contre, nous n'avons pas de limite du nombre de séances. C'est vraiment en fonction des besoins de l'enfant. Il peut avoir besoin seulement de quelques séances ou d'un nombre plus important de séances. On s'adapte à ses besoins. Le parcours Cocon vous permet également de participer à des réunions pluridisciplinaires et comme vous l'avez dit dans votre présentation, il y a vraiment un vrai intérêt à cela. Elles sont réalisées en visio, elles sont organisées par l'équipe Cocon et elles sont rémunérées à hauteur de 22,50 € par enfant. Elles durent à peu près une trentaine de minutes par enfant, en présence donc de tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant dans le cadre du parcours, qu'il s'agisse des médecins, des rééducateurs, voilà, tous les professionnels concernés par cet enfant. Donc, si on adhère au parcours Cocon, on doit utiliser l'outil Spico, qui est donc utile pour échanger vraiment de façon simple et rapide entre professionnels, mais également pour la facturation des actes. C'est-à-dire que lorsque vous prenez en charge un enfant inclus dans le parcours Cocon, vous ne passez plus la carte vitale, mais par contre, vous notifiez les séances que vous réalisez auprès de cet enfant dans le logiciel Spico. Et nous, ensuite, on récupère ces informations pour vous rémunérer. On va revenir ensuite sur cet aspect rémunération.
Donc, comment ça se passe pour conventionner? Donc, si vous souhaitez conventionner dans le cadre du parcours, on va vous demander de nous fournir votre CV. Les CV qui vont être étudiés, entre guillemets, de près par le groupe, les membres du groupe de travail pour voir si on pense que vous avez les compétences et les formations suffisantes pour prendre en charge des nouveau-nés vulnérables. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire passer un CV bien détaillé avec vos formations, vos compétences et vos expériences professionnelles. À la suite de l'analyse de votre demande, si celle-ci est validée, on va vous fournir un bulletin d'adhésion et une charte de participation. Donc, ce sont des documents qu'il faudra remplir et nous renvoyer signés, accompagnés également de votre RIB, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est le RPO qui vous rémunérera directement dans le cadre de ces séances et de ces bilans. Tout cela devra être renvoyé à Déborah, qui est à côté, mais qui n'a pas, qui va peut-être mettre peut-être sa caméra si vous voulez voir son visage, parce que vous aurez assez régulièrement affaire à Déborah dans le cadre du parcours. Une fois que tout cela est validé, vous faites donc partie du parcours Cocon et votre conventionnement est validé. Vous apparaissez donc sur les listes des professionnels Cocon. Voilà, Déborah. Une fois que l'adhésion est validée, le RPO s'occupe pour vous de faire une demande d'ouverture de compte SPICO, c'est-à-dire que vous pourriez le faire vous, mais on vous propose pour plus de simplicité de le faire pour vous. e-Santé Occitanie, donc, qui gère la plateforme SPICO, donc ouvre votre compte. On vous en informe dès que cela est fait et on vous propose une formation qui sera réalisée par l'équipe Cocon du RPO via Zoom. Aujourd'hui, il y a une réunion prévue tous les 15 jours en visio entre midi et 2. Mais bien sûr, si ces créneaux ne vous conviennent pas, on pourra, il y a une souplesse, hein, bien sûr, on pourra vous accompagner à un autre moment. Comment se passe le paiement? Donc, il va falloir, comme je vous le disais, saisir les consultations. Alors, vous, ce n'est pas les consultations, mais les bilans et les séances dans le dossier de l'enfant sur SPICO avant le 25 du mois. Ce qui va nous permettre d'extraire les données aux alentours du 5 du mois dans SPICO. Aux alentours du 15, on vous envoie un récapitulatif des consultations, des séances, des bilans que vous avez réalisés, afin de vous laisser le temps de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, pas besoin de revenir vers nous. Néanmoins, si vous observez qu'il y a des séances qui n'ont pas été relevées, n'hésitez pas à revenir vers nous avant le 25 du mois, parce que c'est au 25 du mois qu'on procédera au règlement des consultations et des séances donc, qui auront eu lieu au cours du mois précédent. Donc, pour un règlement autour du 25 du mois, l'activité doit être saisie dans l'outil SPICO avant le 25 du mois précédent. Donc, ouais, il y a un petit décalage dans le temps que l'on ne peut pas, voilà, qui est incompressible pour le moment. Dans le cadre de l'expérimentation, c'est une contrainte, on le comprend, mais aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas d'autre solution. Il y aura un petit delta entre la réalisation des séances et le paiement. Donc, au moins durant la durée de l'expérimentation, normalement, à l'issue des 5 ans, si le parcours rentre dans le droit commun, à ce moment-là, il devrait y avoir un relais pris par l'assurance maladie et donc comme vous le faites actuellement. Donc, à quoi ressemble SPICO? Donc, SPICO est constitué de deux composantes, comme ils disent. Il y a SPICO Discussion, qu'on peut apparenter à un WhatsApp sécurisé, et également SPICO Dossier, donc dans lequel le dossier de l'enfant sera intégré. Donc, SPICO, il facilite la coordination des parcours complexes grâce à la mise en œuvre de dossiers patients usagers qui sont partagés entre les professionnels de la prise en charge. Donc, voilà un visuel de SPICO. Donc là, vous voyez, donc ce sont des patients fictifs, bien sûr. Donc, vous aurez ici le listing des enfants pour lesquels vous avez été ajouté au cercle de soins, donc les enfants que vous suivez. Lorsque vous rentrez dans le dossier de coordination d'un enfant, vous avez cette page-là qui s'affiche avec différents
différentes parties, une partie avec les informations administratives, des documents qui peuvent être téléchargés. Le statut du dossier vous concerne peut-être un petit peu moins. Ce qui est important pour vous, donc, c'est le cercle de soins, donc, dans lequel sont répertoriés tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant, et donc que vous pouvez contacter très facilement via Spico Discussion sans avoir à rechercher son nom, son numéro de téléphone, etc. Vous pouvez communiquer très rapidement avec lui. Et ensuite, dans la partie en bas à droite, vous avez toute la partie, donc les différentes thématiques. Et là, vous voyez entouré la thématique cocon qui vous permet d'accéder au formulaire directement lié au parcours cocon. Pour ce qui vous concerne, vous, de plus près, donc vous avez un formulaire spécifique pour le suivi en orthopsie qui va se présenter comme celui-là. Donc avec une partie en haut prescription, il faudra que vous renseigniez la date de la prescription, donc parce que il sera nécessaire que le médecin référent de l'enfant dans le cadre du parcours ait demandé à ce qu'un suivi, un bilan ou un suivi en autopsie soit fait pour que l'on puisse le démarrer dans le cadre du parcours. Vous avez ensuite une partie réservée au bilan et ensuite ici un petit aperçu de de la partie sur laquelle vous devrez saisir donc les séances que vous réalisez auprès de l'enfant. Bien sûr, tout cela sera reprécisé dans le cadre des formations que l'on vous proposera dans le cadre du parcours. Là, on va très vite, mais c'est pour que vous puissiez vous représenter un petit peu ce à quoi cela correspond. Voilà pour notre intervention. Je crois qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Après, à vous de Déborah? voir si vous avez déjà répondu pendant la présentation. Donc, D'accord. comment est envisagé le dépistage des TMV? À partir de quel âge? Tout petit? Alors, si je puis me permettre, je vais quand même revenir sur l'utilité du réseau Cocon et rappeler quand même qu'il s'agit ici de l'enfant vulnérable avant 2 ans. Une remarque sur l'état des lieux déjà du dépistage et du nombre d'orthoptistes qui se sentent capables de recevoir des enfants précocement. Moi, ce que je tiens à rappeler et à souligner aujourd'hui, c'est déjà de remercier le nombre de participants et déjà d'inviter les orthoptistes qui se sentiraient pas à l'aise ou qui auraient un petit peu des difficultés à appréhender la prise en charge des enfants très jeunes. C'est qu'aujourd'hui, avec le réseau Cocon et le RPO, vous avez des orthoptistes qui vont former d'autres orthoptistes, répondre aux questions et encourager effectivement les gens à prendre davantage en charge et à réaliser des bilans précoces chez l'enfant vulnérable. Donc là, effectivement, il y avait une question sur les TNV. L'enfant vulnérable, effectivement, il va être à risque de développer des troubles du neurodéveloppement. Aujourd'hui, la logique et la démarche, elle est l'étude effectivement précoce. Donc effectivement, par rapport au TNV, les TNV vont s'inscrire déjà dans les suites du dépistage. Et effectivement, à partir du moment où l'orthoptiste dépiste, réalise des observations précoces, il va naturellement, par la pluridisciplinarité et la mise en place d'un suivi, répondre petit à petit en fonction des âges et des tests à sa disposition à essayer d'évaluer et de chercher plus en profondeur les difficultés et notamment l'état des lieux au niveau des TNV. J'espère qu'on a répondu à votre question. Y a-t-il une question sur le quid du CV Le champ visuel fonctionnel. Non. Non. Ça s'inscrit dans les divers Comment bilans. le test, j'ai pas compris ta question, Marie-Laure, en fait. Si je peux aller à la suite. Non, elle a pas. Non, je crois qu'il n'y a pas de précision.
On attend peut-être Oui, si vous voulez question peut-être préciser un petit peu et on va passer à la suivante. Donc, dans le cadre du parcours Cocon, peut-on faire les séances de rééducation dans l'école ou en institut? Alors, cela peut être fait en institut. Néanmoins, nous ne pouvons rémunérer que les séances qui seront faites en libéral dans le cadre du parcours. Bonjour à tous. Suite à une mauvaise connexion, je suis surprise que ne soient facturés que des bilans AMI 30.50 dans le cas d'un dépistage en myopie strabisme. Donc c'est vrai que dans le cadre de l'expérimentation, nous avions au départ un tarif unique qui a été négocié très largement avec les autorités au niveau national. Et donc ils sont tombés d'accord sur ce tarif-là. Et effectivement, on n'est pas complètement peut-être calqué sur le droit commun. Mais aujourd'hui, voilà, c'est les négociations avaient mené à ce tarif-là. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut essayer de voir si on peut s'aligner sur les évolutions dont vous me faisiez part tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je ne vous promets rien et c'est vrai que le cahier de charge a été rédigé maintenant il y a plusieurs mois, voire même plusieurs années. Donc, si on peut faire évoluer ce tarif, nous le ferons bien sûr, mais Là, c'est à l'inverse, surtout, hein. ouais, c'est l'inverse. En fait, sur les amblyopie strabisme, en théorie, on est moins payé, mais là, comme c'est des enfants vulnérables, on va pas chercher que l'amblyopie strabisme, on va chercher tout ce qui va être trouble potentiellement du neurodéveloppement, tous les prémices qui sont nécessaires au bon développement de l'enfant, et tout ce qui va être trouble de l'interaction sociale. Donc, on fait pas un bilan classique juste pour chercher une amblyopie ou un strabisme. Le bilan, il va être beaucoup plus complet. Donc pour moi, la MY 30.5, il est largement justifié. Je sais pas si ça répond aussi à la question de Marie-Laure, si c'était ça l'idée, ou si tu as Sur pu le champ développer visuel. plus bas, ouais, sur le champ Ouais. visuel ou le comment on dépiste les troubles neurovisuels du tout petit, mais On va être assez vite sur le versant fonctionnel, justement, ouais. et on va être assez vite en conseil et en indication pour tous les intervenants autour de l'enfant, et avec un dialogue bien plus important que ce qu'on pourrait avoir sur un suivi, un dépistage D'un enfant classique. tout venant. Et s'il nous est adressé, c'est que l'enfant fait partie du réseau cocon et qu'il y a déjà plein de critères de Vulnérabilité. vulnérabilité. Et donc, on va aller beaucoup plus loin que ce dépistage qui est donné, évidemment, par les recommandations. On ne pouvait pas ne pas vous donner les recommandations générales, mais on est sur des recommandations évidemment beaucoup plus larges pour ces enfants-là. J'ai vu ta réponse, Marie-Laure. Oui, le champ visuel fonctionnel, j'ai pas tout détaillé, mais on l'a mis dans le bilan, dans la trame de bilan, en fait. Là, c'est parce qu'on était impacté sur le temps, donc j'ai pas détaillé tous les items, mais il est mis dans la trame de bilan. Mais ça, on refera des formations un peu plus tard sur nos trames. Donc, il y a quelques questions aussi sur pourquoi la prise en charge à partir de 2 ans. Donc, c'est quelque chose qui nous a été remonté, bien sûr, par le groupe de travail. Encore une fois, il y a eu de longues négociations avant le démarrage du parcours. Et à l'époque, ce qui a été accordé, c'est une prise en charge dans le cadre du parcours qu'à partir de 2 ans. Suite à nos discussions avec le groupe de travail, on a fait remonter ce point-là au niveau national lors de notre dernière réunion. On est en attente d'un retour pour voir si on peut intégrer l'orthopsie avant 2 ans. Ouais, il est possible que ça évolue. Aujourd'hui, ce n'est qu'à partir de 2 ans, mais on espère que ça pourra évoluer. En fait, sachant que c'est Vas-y, on va dire la même chose. en sachant que ce avant 2 ans n'a qu'un impact sur le côté financier, ce qui veut dire que nous, sur les avant 2 ans, on rentrera quand même dans le réseau. Et là, on facturera non pas par SPICO, mais on facturera par la carte vitale. Ça n'impacte pas la prise en charge de ces enfants-là. Ce n'est qu'une question budgétaire, une ligne budgétaire.
Donc, à la limite, c'est presque plus simple pour nous parfois. Mais... Oui, c'est effectivement ce que je voulais rajouter aussi. Ce n'est pas parce que la prise en charge ne sera pas faite dans le cadre du parcours que vous ne pourrez pas être intégré au cercle de soins de l'enfant et donc participer à son parcours, visualiser l'ensemble de ses consultations, de ses prises en charge. Donc, ce n'est que, comme vous le disiez, l'aspect financier, mais vous pouvez intégrer le cercle de soins avant même que l'enfant ait 2 ans sans souci. Dans le cadre d'un suivi orthoptique, faut-il faire un rapport sur Spico à chaque séance? Non, il n'y a pas obligation. On a mis un encart à chaque séance. Certains professionnels souhaitent pouvoir noter à chaque fois, pour eux, mais aussi pour le médecin, par exemple, un petit commentaire à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire toutes les 2, 3, 5 séances si vous le souhaitez. Par contre, dans le cadre du bilan, il vous sera demandé là que le bilan soit bien téléchargé pour qu'il vous soit rémunéré. Encore. J'ai un patient de 9 mois, probable malvoyance. Y a-t-il une formation avec le réseau Cocon pour la prise en charge en orthopsie? Pas encore. Pas encore. Les formations vont débuter dans les mois à venir. On est en pleine réflexion et vous serez informé bien sûr de ce qui est proposé dans les mois à venir. Ce qui n'empêche pas les questions à distance auxquelles on essaiera de répondre au mieux et en vous mettant en contact avec les meilleures ressources. Mais c'était un petit peu ça l'objectif d'avoir un groupe de travail, c'est d'orchestrer un tout petit peu enfin, tout du moins de centraliser les questions et de pouvoir justement réfléchir aux besoins nécessaires pour les orthoptistes pour ces prises en charge-là et avoir une interaction entre orthoptistes pour avancer au mieux et prendre en charge ces enfants-là dans les meilleures conditions. Donc on réfléchit, oui, en effet, aux formations. Quels sont les outils utilisés dans l'analyse des troubles neurovisuels? Alors, on a des tests qui sont normés à partir de 4 ans, qu'on connaît déjà tous, hein, KOPV, MVTP4, PVSE, et j'en passe, ITVP3. Et avant 4 ans, à ma connaissance, il n'y a pas de test normé, donc ce sera beaucoup d'analyses cliniques qu'on abordera aussi pendant les formations, sauf si je me trompe, mais... voilà. On a une petite remarque également en disant qu'il faudra veiller à ce que les orthoptistes respectent le protocole et les recommandations pour réaliser les bilans d'orthopsie neurovisuelle et la rééducation adaptée. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Je pense que ce sera un retour des différentes équipes et puis de ce lien entre les uns et les autres. Hein. Et donc, on va vite se rendre compte s'il y a un écueil là-dessus. Oui, la question, c'est que ce soit pas que les gens codent pas du neurovisuel s'ils font juste une recherche de... Ensuite, on a une question sur faut-il une formation spécifique sur le développement de l'enfant avant l'âge de 2 ans avant de penser rejoindre le parcours? Effectivement, tous les CV seront examinés, mais on souhaite privilégier les professionnels qui ont une expérience, une formation auprès de ce public. On n'a pas encore débuté ce processus d'analyse des CV, donc on pourra en rediscuter, mais dans le cadre du parcours, c'est vrai que quelle que soit la profession, on demande à ce qu'il y ait un minimum d'expérience ou de formation auprès du tout petit. Alors après, de la formation générale, on en a tous une petite partie. Le problème, c'est que bien souvent, la clinique ne suit pas et que c'est bien de se former en formation post-diplôme, évidemment, et de voir aussi les expériences que vous avez pu vivre les uns les autres avec ce genre d'enfants vulnérables. La dernière question que je vois est relative aux prescriptions. Donc, il faudra une prescription, oui, dans le cadre des séances d'orthopsie
qui, elles, seront rémunérées dans le cadre du parcours, on demande à ce qu'il y ait une prescription. Donc, à chaque visite de l'enfant par le médecin référent, tout en bas du formulaire, il est indiqué si le pédiatre demande une prise en charge, donc en orthopsie ou autre spécialité. Donc, le fait qu'il ait coché cette demande suffit pour que la prise en charge débute. On permet également l'impression de prescription avec l'entête cocon. Donc, il est possible que certaines familles arrivent dans vos cabinets avec cette prescription. Mais si ce n'est pas le cas, mais que le médecin a bien coché dans le formulaire comme quoi il demandait une prise en charge en orthopsie, cela sera suffisant et vous n'aurez qu'à reporter dans la partie date de la prescription la date de la dernière visite médicale de l'enfant. Mais encore une fois, on reviendra là-dessus lors des formations de façon bien plus détaillée. En sachant que c'est très parallèle à ce qu'on a la possibilité de faire en droit commun, hein. C'est-à-dire que les bilans en accès direct ne sont que des bilans de dépistage assez rapides et qui sont plutôt des bilans de dépistage justement d'amblyopie, de strabisme. Pas du tout, il n'y a pas du tout dans les bilans de dépistage en accès direct toute cette partie du versant fonctionnel. Donc on est bien dans le même process, hein. Donc on ne peut faire des bilans complets que si on a une prescription médicale. L'organisme organise la formation de prise en charge des enfants vulnérables. Donc, la formation de prise en charge des enfants vulnérables, si vous pensez au DU nouveau-né vulnérable, il est organisé par la faculté de Toulouse, par Paul Sabatier, et voilà, en partenariat avec le réseau aussi, avec le RPO. Mais voilà. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à nous envoyer également vos questions par mail. On vous répondra, on vous guidera bien sûr pour vous donner plus d'informations. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup aux intervenants. Merci à tous ceux qui ont écouté ce webinaire. J'espère que vous avez maintenant une idée plus précise à la fois du parcours et bien sûr du rôle de l'orthoptiste dans le parcours. On reste à votre disposition si vous avez encore des questions qui viennent par la suite, que ce soit l'équipe de Cocon ou bien sûr on relaie également si besoin au groupe de travail si vous avez des questions et n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Après, je pense que ce webinaire sera accessible en ligne sur le réseau. Oui, tout à fait. Sur la chaîne YouTube du RPO, il sera possible de le revisualiser. Donc, n'hésitez pas également à transmettre l'information autour de vous à vos collègues qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui. Voilà, et en sachant que le prochain webinaire que le groupe de travail organise est à destinée des pédiatres justement pour les sensibiliser au dépistage sur la fonction des troubles visuels. Enfin, je crois que je dis à l'envers. Ouais, celui-ci aura lieu le 23 avril prochain. Voilà. Et que à partir du moment où vous allez adhérer et conventionner avec Concon, les coordonnées seront accessibles via le réseau aussi. On est en train aussi de retravailler, vous verrez sur le réseau si vous y allez, il y a un flyer qu'on avait fait il y a déjà plusieurs années, qui n'est pas tout à fait à jour, qu'on est en train de réviser. C'est très difficile d'être très synthétique sur un flyer, donc on a mis plus de temps qu'on ne pensait pour le réviser. Mais toutes vos idées sont les bonnes. Et ces documents seront disponibles dès que possible sur le site du RPO. Écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'il est bientôt 14 heures. Merci à tous et on vous souhaite une bonne fin de journée. Et encore merci pour votre présence. Au revoir. Merci.